Alors que j'enquêtais sur les cultes à mystère dans l'Antiquité gréco-romaine, je suis un jour tombé sur la figuration d'un jeune Bacchus romain, il s'agissait du manche en ivoire d'un couteau sur lequel je reviendrai, un jeune Bacchus romain qui m'a fait étrangement penser à l'image du battleur dans le tarot de Marseille. Puis, en poursuivant mes recherches iconographiques, j'ai retrouvé une image fort similaire sur un sarcophage du Vatican conservé au musée du Vatican. Il s'agit toujours donc d'un jeune homme, tête penchée sur le côté, regard sur le côté et d'allure nonchalante, qui tient dans une main un bâton, le thyrse dans le cas de Bacchus, et de l'autre un objet rond, le canthare pour ce qui est de Bacchus. Suivant mes recherches iconographiques avec les sarcophages romains, je suis tombé sur un autre relief d'un sarcophage qui lui aussi m'a fait étrangement penser à l'image du battleur dans le tarot de Marseille. Il s'agit cette fois-ci de l'effigie d'un Dionysos ancien, de profil, placé derrière une table sur laquelle sont posés deux objets symboliques. Mais le détail le plus surprenant est que ce Dionysos ancien tient dans sa main gauche une baguette exactement comme le fait le battleur du tarot de Marseille. Ces deux scènes se déroulent par ailleurs en pleine nature. Alors je me suis penché plus avant sur cette image du battleur dans le tarot de Marseille, et mon attention a tout de suite été attirée par une sorte de sac ou de corbeille posée sur la table, d'où s'échappe une forme curieuse qui me semble être un serpent, même si on n'en voit pas la tête. Or, les corbeilles d'où sort un serpent est un élément récurrent de l'iconographie dionysiaque, essentiellement sur les sarcophages romains, mais aussi sur la peinture romaine de la région du Vésuve. Et un élément supplémentaire peut être considéré comme troublant, c'est cette petite boule qu'il y a au sommet du sac ou de la corbeille du battleur, une petite boule qui est assez fréquente sur les couvercles des cistes romaines que l'on voit sur les sarcophages. Alors qu'on a pu constater une certaine ressemblance, pour ne pas dire une ressemblance certaine, entre le personnage du battleur dans le tarot de Marseille et une figuration canonique du jeune Bacchus romain, alors aussi qu'on a relevé la présence d'un sac ou d'une corbeille d'où sort un serpent, la corbeille d'où sort un serpent étant un thème récurrent de l'iconographie dionysiaque des sarcophages romains, la question se pose de savoir si cette clé d'interprétation dionysiaque peut être aussi valable et pertinente pour les autres objets posés sur la table du battleur. Les commentateurs passés du tarot, et ils sont nombreux, ésotéristes et autres tarologues auto-certifiés, aucun d'entre eux n'a été en mesure de porter une explication satisfaisante. Néanmoins, il y a un mythe orphique qui pourrait apporter une lumière nouvelle et donner une cohérence ainsi entre ce personnage qui ressemble tant à Bacchus, cette corbeille dionysiaque d'où sort un serpent et les objets posés sur cette table. Ce mythe orphique raconte que Héra voulait se débarrasser définitivement du jeune Bacchus, du jeune Dionysos, Zagreus dans ce cas-ci puisqu'il s'agit d'une version crétoise orphique. Et pour ce faire, elle avait demandé aux titans de se charger de cette sale besogne. Les titans se sont saisis du jeune Dionysos, l'ont dépecé, l'ont bouilli, l'ont rôti, l'ont dévoré, et Zeus, furieux, a jeté tous ces titans dans le Tartare, les a réduits en cendres avec la foudre, et c'est à partir de cette cendre que serait né, selon ce mythe orphique, le genre humain, avec donc une part de Titan et une part de Dionysos avalée en eux. À la fin, Athéna a récupéré quand même le cœur du jeune dieu, et à partir de cet organe lui a redonné forme et vie. Voilà l'essentiel de ce mythe orphique de Dionysos Zagreus. Pour commettre cette abomination, les titans ont attiré le jeune dieu avec des jouets, dont la liste varie d'une version à l'autre, mais avec un tronc commun assez net malgré tout. Parmi ces jouets, il y avait une toupie et une balle ronde. Une toupie ou une balle ronde, on ne sait pas, que l'on voit peut-être sous la main du battleur. Il y avait des astragales. Astragale est un mot qui peut se traduire par dé ou par osselet.
Les dés sont parfaitement visibles sur la table. Quant aux osselets, c'est peut-être ces 3 petits cercles jaunes que l'on aperçoit à gauche. Et puis surtout, il y avait ce miroir dans lequel le jeune Dionysos s'est auto-fasciné, ce qui a permis au Titan de s'en saisir. Il y a un objet sur cette table qui présente une perspective pour le moins fausse, située en haut gauche de la table. Il présente une base horizontale, ce qui est un trait commun à de nombreuses versions du tarot, comme étant un élément canonique dont on ne pouvait s'écarter sans trahir l'iconographie première, et qui présente en haut un ovale orienté vers nous. Moi, j'ai tendance à reconnaître le miroir de ce mythe orphique. Un autre objet posé en bas de la table, incertain, avec une forme curieuse et rouge, et peut-être le cœur à partir duquel donc Athéna a redonné forme et vie au jeune Dionysos Zagreus. Et puis il y a le couteau, avec son étui, ce couteau qui a permis au Titan de dépecer le jeune dieu. Un couteau qui n'est pas sans rappeler non plus le couteau dont je parlais précédemment, dont le manche en ivoire sculpté représentait le jeune Bacchus romain. Ce couteau avait été trouvé avec quantité de pièces de monnaie, dont beaucoup en or, avec des bijoux en or et aussi quelques amulettes. Il faisait partie de ce qu'on a appelé le trésor d'Ose. Il était enterré au IIIe siècle. Le propriétaire, malheureusement, n'a jamais pu le récupérer, et heureusement pour nous. Ce couteau, manifestement, avait une valeur très importante pour son propriétaire, pour le cacher ainsi. Et aussi, détail important, il n'a aucune utilité pratique à cause de sa fragilité. Ce couteau aussi présente à la base une forme que l'on retrouve aussi sur la table du battleur, sous la forme d'un gobelet. Un gobelet qui ne semble pas creux, puisqu'il n'y a aucune ombre interne. Ces deux formes se ressemblent éminemment. Pour les archéologues, pour le couteau d'Ose, il s'agit de la représentation d'un mini-pressoir. Et là, peut-être aussi a-t-on affaire à un jouet représentant un mini-pressoir. C'est une pratique bien attestée dans les cultes à mystère gréco-romains que de montrer les objets sacrés aux mystes. D'ailleurs, le grand prêtre d'Éleusis était nommé hiérophante, c'est celui qui montre les objets sacrés. Et peut-être que sur cette table, ce sont les objets sacrés qui sont montrés dans le cadre d'une initiation. Apulée nous apporte un témoignage supplémentaire dans son apologie, qui est la défense qu'il a faite de lui-même contre une accusation de pratiquer la magie. Il nous dit en effet ceci. « J'ai été initié en Grèce à un grand nombre de cultes. Des symboles et des souvenirs m'en ont été confiés par les prêtres, et je les conserve avec soin. Je ne dis là rien d'insolite, rien qui ne soit connu. Pour nous donc aussi. Ainsi, et pour ne m'adresser qu'aux mystes du dieu Libère, Libère étant un nom latin ancien pour Bacchus Dionysos, pour m'adresser aux mystes du dieu Libère, qui peuvent se trouver ici, vous savez ce que vous gardez caché dans vos demeures et vénérez en silence, loin de tous les profanes. Donc, en plus de montrer des objets sacrés qui devaient servir de support à la narration d'un mythe, les mystes, ceux qui subissaient cette initiation, pouvaient emporter quelques souvenirs sacrés à vénérer chez eux. C'est peut-être le cas de ce couteau d'Ose dont je parlais il y a peu, et c'est sans doute aussi le cas de ces objets et la destination de ces objets posés sur la table du battleur s'il s'agit bien d'une scène d'initiation dionysiaque. Toujours avec cette clé d'interprétation orphico-dionysiaque, il y a un élément de cette carte qui peut trouver une explication qui viendrait confirmer l'ensemble des hypothèses émises jusque-là. C'est la présence d'un cyprès sur la ligne d'horizon au loin, au centre de cette carte, et bien visible. Ce cyprès est connu des lamelles d'or orphiques, les lamelles d'or étant des sortes de vadémécum pour permettre aux initiés de Dionysos orphique de se retrouver dans les enfers, de trouver l'eau de mémoire de Mnémosyne et éviter l'eau du lété, celle de l'oubli. Une lamelle d'or orphique nous dit en effet « Je brûle de soif et je défaille. Donnez-moi donc à boire l'eau de la source qui coule pérenne, à droite,
là où est le cyprès. Qui es-tu, d'où viens-tu? Je suis fils de la terre et du ciel étoilé. Plusieurs lamelles d'or contiennent ce texte. Une autre lamelle d'or est peut-être plus explicite. Tu trouveras à droite de la demeure d'Hadès, c'est-à-dire dans les enfers, une source, et près d'elle se dresse un cyprès blanc. De cette source ne t'approche surtout pas. Plus loin, tu trouveras l'eau froide qui coule du lac de Mnémosyne, du lac de mémoire. Au-dessus d'elle se tiennent des gardes. Ils te demanderont pourquoi tu es venu là. À ceux-ci expose toute la vérité. Dis, je suis le fils de la terre et du ciel étoilé. Le cyprès aussi, sur cette carte du tarot, peut avoir une explication dans le cadre des mythes orphico-dionysiaques et de leurs rites. Cette clé d'interprétation orphico-dionysiaque qui fait intervenir des rites d'initiation des cultes à mystère de l'Antiquité gréco-romaine peut aussi s'appliquer sur le geste principal que fait le tarot, le battleur du tarot, à nous montrer une sorte de médaille. Dans beaucoup de versions, ce ne sont que quelques petites pièces, une petite pièce de monnaie, ou alors simplement le geste avec le doigt, mais dans la version de Paul Marteau, c'est une médaille assez importante qu'il nous montre et c'est ce qui vaut ma préférence, du moins pour cette carte. Dans l'iconographie des céramiques grecques dionysiaques, il y a une scène récurrente, la présentation du Cantar. Certains y voient Dionysos ou un satyre ou autre qui tend à boire à un autre, d'autres y voient une libation, tout dépend de l'inclinaison du Cantar, mais on a toujours cette constante d'un personnage qui montre, qui peut regarder dans toutes les directions, devant, derrière, sur le côté, voire en l'air, et un autre qui regarde intensément à l'intérieur de la coupe qui est présentée. C'est une illustration des cultes dionysiaques dont on peut avoir une explication dans les bacchantes d'Euripide. En effet, lors de la première confrontation entre Dionysos, qui a été fait prisonnier par le roi de Thèbes, Pentée, et ce dernier, Pentée l'interroge pour savoir ce que sont les orgias. Les traductions officielles préfèrent employer le terme de mystère. Moi, je conserve le terme de orgia, qui me paraît nettement plus juste, bien que sa définition soit assez obscure. Et Pentée demande comment il a reçu ces orgias, ou ces mystères. Et Dionysos répond, je le vis face à face et reçu ces mystères. Je le vis face à face et reçu ces orgias. Le problème, c'est que là, il y a sans doute une erreur de traduction dans le « je le vis face à face », ce qui a permis par ailleurs à Robert d'Étienne, un helléniste, d'y voir là une scène d'hypnose entre on ne sait pas qui et Dionysos. En réalité, nous avons affaire à ce qui est sans doute une exception grammaticale grecque, lorsque le complément accusatif est introduit par un verbe de même racine, car ce verbe d'Euripide, le 470, oron, oronta, kai, didosin, orgia, oron regardant au nominatif, oronta regardant à l'accusatif, rentre parfaitement dans cette définition où le complément est directement issu de la racine du verbe. Dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment un complément d'objet direct, même s'il y a une relation de dépendance. C'est plutôt passer d'un sens général à un sens particulier. Autrement dit, passer du regard général à un regard particulier, oron le premier au nominatif qui regarde un peu partout, regardant au sens général, et l'oronta à l'accusatif, regardant un point particulier dans la coupe. Dans l'iconographie romaine, il y a une petite différence, c'est que c'est souvent Bacchus qui est présenté de face et qui nous présente à nous, spectateurs, son récipient, son cantar, pour que nous regardions dedans, pour voir, pour qu'il nous donne les orgias, même si la coupe est vide dans ses représentations. Et c'est un peu ce que l'on voit donc avec le battleur du tarot, où il nous présente un cercle de face tout en regardant de côté. Et puis il y a cette relation entre donc sa médaille et la baguette, une relation donc entre le cercle et la ligne droite, entre le système décimal des droites et le système duodécimal de la médaille, une relation qui passe par le nombre pi, un nombre irrationnel comme Dionysos.
Il peut paraître surprenant de représenter Dionysos Bacchus, Liber Zagreus, sous l'apparence d'un magicien. Ce n'est pas une représentation vraiment courante de ce dieu. Mais cela est tout à fait conforme encore à la tradition dionysiaque transmise par Euripide dans sa pièce Les Bacchantes. En effet, la première fois que Pénthée va nous parler de Dionysos, voici ce qu'il en dit. On dit qu'un étranger s'introduisant ici, un mage, un enchanteur, le terme grec c'est goès qui peut aussi se traduire par sorcier ou par charlatan, venu de la terre de Lydie, autrement dit de la côte turque, les cheveux parfumés épars en boucles blondes. C'est bien comme ça que le battleur nous apparaît, comme étant un magicien avec des boucles blondes. Et c'est sans doute pour ça que personne n'a reconnu en lui jusqu'à présent Dionysos Bacchus, car nous sommes tous des profanes comme Pénthée. Pénthée qui ne croit pas que ce soit un dieu, qui croit que c'est simplement un charlatan, un prestigieux.